Bonjour à toutes et tous. Une nouveauté aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans notre émission Lignes ouvertes. Nous étendons la diffusion de notre programme. Jusqu'à présent, c'était en web télévision. Maintenant, ça sera également conjointement en radio avec Radio Sensation. Sur 93.4 FM pour les régions de Bernay, du plateau du Neubourg, de Brionne, en DAB+. Qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle norme de radiodiffusion numérique pour la métropole Rouen-Normandie. Et puis, bien sûr, sur le site internet et sur les applications numériques de Radio Sensation. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Sensation. On est ravis de les accueillir. Et puis aussi, bonjour à tous ceux qui nous suivent régulièrement, les fidèles, les anciens. Avec Thomas Dubois. Bonjour Sylvain. Bonjour Thomas. Bonjour et Anthony Quindroit. En pleine forme aujourd'hui. Ouais. Voilà, bonjour écoutez, voilà, à force, voilà, on a l'habitude de se retrouver tous les midis et voilà, l'ambiance est de mieux en mieux, tant mieux. On va aujourd'hui parler Il serait temps au bout de 3 semaines. Il serait temps au bout de 3 semaines. Ne soyez pas caustique, Thomas. Mais on est confinés toujours dans la même pièce, donc forcément. Oui, le confinement ici. On le précise pour les auditeurs de Radio Sensation qui ne nous connaissent pas encore, donc voilà. Voilà, donc effectivement, les auditeurs de Radio Sensation sont là. On va vous parler d'aéroports aujourd'hui. Les aéroports normands, on va les passer en revue. On fera Rouen un peu plus tard. Et aujourd'hui, ça va être Caen et Deauville. On va vous parler réseau télécommunications. On aura Marc Maouche, le patron d'Orange en Normandie. On va vous parler aussi de fake news. Vous allez voir, c'est intéressant. On ira chez Renault-Cléon, construction mécanique, construction automobile. Et puis, nous passerons par Port-Jérôme. Et nous aurons le grand plaisir, messieurs, on est d'accord, d'accueillir le comédien très populaire Arnaud Ducret. Restez bien avec nous. Vous pourrez poser des questions à Arnaud Ducret, ce comédien qui ne manque pas d'énergie et qui ne manque pas de sourire. Ça va nous faire du bien. Et on a tout de suite Marilyn Ezagron en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Marilyn Ezagron, je le répète et je le précise, vous êtes donc la directrice des 2 aéroports conjoints Caen et Deauville. Évidemment, on est très intéressé par avoir des nouvelles précises, fraîches de votre part. On a dit au début de la crise que les aéroports fermés, c'était les lignes commerciales. Bien sûr, les plateformes, elles, qui sont dirigées et contrôlées au niveau du trafic par la DGAC, restent ouvertes. Racontez-nous ce qui se passe à Caen et à Deauville. Alors, ce qui se passe, depuis le 17 mars, confinement oblige, nous n'avons plus d'avions, plus de passagers dans nos aéroports de Caen et Deauville. Donc, les vols commerciaux opérés par les compagnies régulières sur Caen, telles que Air France et Volotea, ont suspendu complètement leur activité. Et sur Deauville, c'était début avril, le lancement de la saison estivale, une saison que nous attendions d'avril à octobre. Et là, zéro départ également sur cette plateforme. Alors Marilyn, si je peux me permettre cette expression un peu populaire, j'imagine que vous et toutes vos équipes, vous devez avoir entre guillemets un peu la gueule de bois parce que, rappelons-le, Deauville caracolait de plus en plus en trafic. C'était quand même très stimulant. C'était important aussi pour la région, en income, j'imagine. Oui, alors on avait des projections depuis ce début d'année 2020. Sur Caen, nous étions déjà sur une croissance à 2 chiffres. Janvier-février étaient d'excellents mois et on avait un prévisionnel pour 2020 excellent. Sur Deauville, on s'apprêtait à ouvrir un Deauville-Palma et Deauville-Cagliari avec Volotea. Donc là aussi, un joli prévisionnel. Donc des indicateurs au vert avec un déroulement de saison qui s'annonçait extrêmement florissant. Donc effectivement, on peut parler de gueule de bois. Moi, je parle de tsunami. C'est une véritable onde de choc. Nous vivons tous, et je dis bien tous parce que on parle aujourd'hui des aéroports normands, mais tout le trafic aérien est cloué au tarmac et c'est quand même une situation totalement inédite. Concrètement, Marilyn Ezagron, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet de rattrapage ou en tout cas une manière de récupérer derrière, à la fin du confinement, ce qui a été perdu ? C'est difficile, ça sera difficile à rattraper pour la simple et bonne raison que les avions sont engagés, le programme des vols est préparé longtemps à l'avance et les machines sont appelées à voler au maximum, donc on ne pourra pas avoir de capacité supplémentaire, donc ce qui est perdu est totalement perdu. Et puis vraisemblablement, on ne sait pas encore si les voyages à l'international vont être possibles. Et vous fonctionnez beaucoup avec... Voilà, sur Deauville, notre programme est majoritairement à l'export et vers les destinations méditerranéennes. On allait ouvrir nos vols sur la Grèce,
la Crète, enfin tout le programme des 40 destinations disponibles sur la Sardaigne avec Volotea. Et donc, à ce stade, on n'a aucune lecture de l'ouverture de ces vols. On n'a aucune lecture sur le déconfinement aérien, parce qu'on va parler de déconfinement du grand public, mais le déconfinement aérien, c'est les mesures sanitaires dans nos aéroports, de quelle manière on va accueillir nos clients, de quelle manière ils vont avoir confiance à bien vouloir remonter en avion. Donc, qu'est-ce que vous disent les compagnies, justement? Qu'est-ce qu'elles vous disent, elles, aujourd'hui? Les compagnies aujourd'hui, elles sont en mode d'attente. Elles subissent le confinement comme tous. Les programmes sont annulés de semaine en semaine selon les annonces gouvernementales. Par contre, il est clair qu'effectivement, on se prépare tous à la protection sanitaire de nos infrastructures. Les compagnies travaillent d'arrache-pied sur la protection sanitaire à l'intérieur de l'avion. On a vu la petite polémique du week-end sur un Paris-Nice Air France complet sans forcément de protection. Oui. Donc on voit dans lequel il y avait une journaliste de France 2, pas de chance. Paris-Marseille. Et donc on voit vraiment l'inquiétude pointer le bout de son nez, et c'est tout à fait légitime. Donc à nous d'être tout à fait transparents sur ce qu'on sera à même de faire. Là, vous voyez, on vient de récupérer les masques auprès de la région Normandie, on a les gels hydroalcooliques. Justement, l'activité de l'aéroport de Deauville et de Caen, elle est complètement à zéro, ou est-ce que vous avez pu réorienter une partie de l'activité vers l'accueil peut-être de vols sanitaires ou de vols qui permettraient d'apporter du matériel médical, des masques, que sais-je encore? Alors, l'activité commerciale régulière, elle est totalement à l'arrêt. Il faut avoir une bonne raison aujourd'hui de pouvoir prendre l'avion. Vous avez vu les formulaires dérogatoires. On est très limité, c'est soit pour un déplacement professionnel ou aller au supermarché. Donc prendre l'avion dans ces conditions, c'est pas possible. Les vols privés, qui sont une grosse clientèle de clients tant sur Caen que sur Deauville. À Caen, on a beaucoup d'Américains. À Deauville, c'était le début de la saison hippique aussi, donc beaucoup de propriétaires de chevaux allaient arriver. Donc tout ce trafic, il n'y a pas eu de passe-droit, 0 avion. Donc nos activités ont été réorientées complètement sur la partie sanitaire, la notion de service public. On est sur des infrastructures où on a maintenu la sécurité incendie en fonctionnement. Et donc, des vols sanitaires. À Caen, on a eu plusieurs rapatriements de malades opérés par l'armée. Nous avons régulièrement le vol du SAMU ou de la sécurité civile. Et à Deauville, nous avons eu des vols de rapatriement de relève de CRS. Marie-Lynne Ezagron, dernière question pour finir. Est-ce que vous pensez, vous qui avez une expérience importante en nombre d'années de la direction de plateformes aéroportuaires, vous pensez que le trafic aérien, celui que vous avez connu sur vos 2 aéroports, reviendra un jour comme il fonctionnait, c'est-à-dire avec cette croissance, avec ces vols importants, ces vols vacances, pour finir? Eh bien, moi, je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai de l'espoir. Mais peut-être pas de la même manière. Il reviendra peut-être pas de la même manière. C'est ça. Je pense qu'il y aura une évolution, il y aura une mutation telle qu'on la voit poindre. Donc, il y aura nécessairement un retour d'activité parce qu'on a besoin de se déplacer. C'est quand même beaucoup plus confortable de prendre l'avion à Caen ou à Deauville, même au départ des autres aéroports de Normandie, que d'aller à Paris ou à Nantes. Donc la mobilité, on en a tous besoin, tant pour travailler que pour les plaisirs. Donc espérons, voilà, il y a un espoir. Espérons que l'avenir et ce que l'on verra se poindre fasse écho à votre optimisme du moment. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec nous, avec les web spectateurs de PNTV et puis aussi avec les auditeurs de Radio Sensation, puisque c'est la nouveauté du jour. Merci Marie-Lynne, au revoir. Portez-vous bien, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, dans quelques instants, on va passer à un autre sujet, le sujet des télécommunications, le sujet du téléphone, des box. On va être avec le patron d'Orange en Normandie. Juste le temps d'établir la connexion. Eh bien, on détaille 2-3 infos sur la une du jour de Paris-Normandie. Vous titrez, messieurs, des adieux sans au revoir. Tout à fait, oui, on titre des adieux sans au revoir, puisque ça fait partie des témoignages forts. Ce sont les personnes qui ont perdu des proches pendant cette période de confinement et
quand on perd malheureusement ses proches dans ces conditions-là, on n'a pas forcément la possibilité d'aller les voir une dernière fois. Donc voilà, ce sont des choses qui ont été évoquées. On a axé sur la thématique des EHPAD de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a cette question effectivement de pouvoir dire au revoir aux proches, mais aussi aujourd'hui c'est très ouverture des visites, très important dans les EHPAD qui s'organisent petit à petit. Marc Maouche est avec nous. Bonjour Monsieur Maouche. Bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Très bien. Merci. Donc, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, vous êtes le délégué régional pour la Normandie de Orange. Et voilà, ça fait 25 numéros de Lignes Ouvertes que nous faisons. Et puis, on aurait peut-être aimé vous avoir plus tôt. Mais en tout cas, on est heureux de vous avoir aujourd'hui. Première question, peut-être, d'un de mes collègues, Anthony Première Cadroy. question. Bonjour, Marc Maouche. C'était une interrogation dès le début du confinement sur les capacités du réseau en général à tenir dans cette période avec le télétravail qui se multiplie, avec les ENT. Il y avait quelques signes d'inquiétude en tout début de confinement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense que, bonjour à tous, la première des choses, c'est de voir qu'au bout d'un mois et quelques jours, les réseaux ont tenu, que le télétravail s'est effectivement développé assez fortement, voire est devenu presque la situation normale pour une très grande partie du monde du travail. Mais il n'y a pas que le télétravail qui utilise les réseaux, il y a aussi les téléchargements de programmes scolaires, par exemple, ou l'accès aux services scolaires, pour revenir dessus. Et nos réseaux ont largement tenu. Le tout démarrage, effectivement, il y a eu quelques ralentissements qui étaient liés à des interconnexions entre différents réseaux de différents opérateurs et qui ont été réglés dans la journée. Et donc depuis, on a 2500 personnes au sein d'Orange qui, dans toute la France et pour les équipes mondiales aussi, supervisent le réseau et réallouent des ressources en fonction des adaptations nécessaires qui sont liées au changement de comportement que peuvent avoir les uns ou les autres d'une journée à l'autre. On a beaucoup parlé depuis le début de cette crise des inégalités aujourd'hui face au numérique. Dans quelle mesure Orange a essayé d'être à la hauteur du rendez-vous ? Alors, on a mis en place un dispositif très complexe qui sera peut-être un peu trop long à détailler, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons à la fois mis en place des dispositifs d'options de données supplémentaires, de gigaoctets supplémentaires pour nos clients résidentiels et clients professionnels qui peuvent activer à leur souhait. Et puis, on a mis un certain nombre de tablettes ou d'Airbox ou d'abonnements supplémentaires. Je pense à des publics fragiles, je pense à des personnes qui n'avaient pas nécessairement un très bon Internet fixe à la maison et pour lesquelles on a pu mettre à leur disposition des systèmes 4G. Donc, on a essayé de répondre à ça, puis on a aussi répondu via notre fondation à un certain nombre de besoins dans le monde des EHPAD et des hôpitaux. Marc Maouche, est-ce que dans cette période de crise, vous pratiquez, comme ça peut se voir au niveau des États, des gouvernements ou dans des métiers très stratégiques, des secteurs très stratégiques, est-ce que vous pratiquez une communication de crise avec vos concurrents, avec les autres opérateurs de communication ? Alors, Orange est un opérateur d'intérêt vital pour le pays, donc c'est comme ça que le gouvernement et le chef de l'État le rappellent assez régulièrement. Donc, bien évidemment, nous avons des réunions de coordination technique avec les autres opérateurs qui utilisent le même réseau que nous ou qui ont des points de contact avec les réseaux, d'ailleurs que ce soit au niveau français ou au niveau international. On a par exemple réalloué des ressources sur les câbles sous-marins dans le début de la crise et on a réparé actuellement, il y a un câble qui est en cours de réparation avec un de nos bateaux câbliers qui est en mission. Qu'est-ce qui va changer d'après vous Non, ça c'est quand j'ai repris la parole, ça a fait un drôle de bruit, je suis désolé. Qu'est-ce qui va changer, Marc Maouche, d'après vous, dans votre métier, dans la façon de l'exercer, entre ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce que vous vivez actuellement et ce qui va se passer après ? Est-ce qu'il va y avoir une autre façon d'être opérateur de télécommunications à l'avenir ? Et de manière très concrète, si vous pouvez avoir des idées sur ce point. Alors c'est de la spéculation. Oui, bien sûr. Bon, la première des choses peut-être, c'est de se rappeler que nos équipes techniques d'intervention sur site, dans les réseaux, dans la rue, dans les campagnes, dans les villages et au domicile des clients qui l'acceptent, continue. Et donc cette partie du réseau qui est donc quelque chose de très matériel n'a pas vocation à changer. En revanche, là où il y a des interrogations et peut-être des changements à venir, c'est sur la place du télétravail. Il y a des métiers, il y a des activités qu'on n'imaginait pas pouvoir faire assez simplement en télétravail. Je pense à certains centres d'appel
spécialisés dans la vente, par exemple, où on avait plutôt tout le monde au travail, au bureau, et quelques personnes en télétravail pour des raisons personnelles et à leur demande. Anthony, là, on est plutôt à l'envers. Oui. Une question un peu plus large concernant la 5G. Où on en est aujourd'hui sur le déploiement. J'ai vu qu'en Europe, certaines antennes étaient attaquées, voire détruites sur la base de fake news, justement, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On en est où en France sur ce dossier-là ? Alors, en France, on est déjà dans un accord avec le gouvernement et les autres opérateurs mobiles pour continuer le déploiement et le renforcement du déploiement du réseau 4G, qui est un engagement fort de notre part. Et il y a actuellement le processus d'attribution des licences 5G qui est en cours avec le gouvernement et l'autorité de régulation, l'ARCEP. Donc, ces travaux continuent autour des enchères, même si, bien évidemment, elles ont été un peu ralenties avec la crise actuelle. Sur le déploiement en lui-même, nos plans continuent, on les a pas changés, qui sont liés à la crise. Donc, on prévoit toujours d'ouvrir un certain nombre de communes d'ici fin de l'année 2020 et puis de continuer à partir de 2021. Mais il nous faudra quand même, pour émettre, avoir les licences et les autorisations. Voilà, en guise de conclusion, Marc Maouche, pour se quitter, vous avez envie de passer un message à tous vos clients. J'imagine que parmi tous ceux qui sont avec nous, à la fois les web spectateurs de PNTV et aussi les auditeurs de Radio Sensation, il y a un certain nombre de vos clients à l'écoute. Alors, première des choses pour nos clients, c'est vous pouvez continuer de nous solliciter, donc à la fois sur les numéros de téléphone que vous connaissez, mais aussi sur orange.fr ou soch.fr et sur les applications mobiles que vous connaissez, qui sont Orange et moi ou MySoch, qui peuvent être effectivement des points de contact que vous pouvez avoir avec nous. Il existe les mêmes dispositifs pour les clients professionnels, que je ne vais pas citer là, parce que ça dépend de la taille des entreprises, mais sachez qu'on est toujours là, qu'on est actif, très bien, opérationnel. Merci beaucoup, Marc Maouche, d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. On va dans quelques instants, rester bien avec nous, on va parler fake news avec une spécialiste de la question, la responsable de la chaîne web WTF. What the Fake. What the Fake. Et attention, pas autre chose. What the Fake. Et puis, restez avec nous également parce que nous aurons tout à l'heure Arnaud Ducret. On est très heureux, on est impatient d'accueillir Arnaud Ducret sur notre plateau. Pour l'instant, on établit la connexion justement avec avec Aude de la chaîne WTF. Messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur le contenu de Paris Normandie aujourd'hui ? Quels sont les points clés ? Juste pour suivre rapidement, parce qu'on parlait des EHPAD, c'était la thématique qu'on a beaucoup abordée aujourd'hui. En revenant justement sur les visites, sont de nouveau autorisées, mais dans un cadre très strict, très limité, et le temps que ça se mette en place, parce qu'il y a beaucoup de familles qui, dès hier matin, ont passé des coups de fil dans les EHPAD, les maisons de retraite. Ça va prendre quelques jours, le temps de mettre tout ça en place, toute la logistique, parce qu'il va falloir que ça respecte un cadre très rigoureux. Sécurité assez important. Ouais. Alors tout à l'heure, Vanessa, puisque vous le savez, c'est la particularité de ce programme de télévision, de web télévision interactive. Vous avez la possibilité de commenter et on réintègre vos commentaires sur le plateau. Vous avez la possibilité de questionner tous nos invités, tous nos experts. Tout à l'heure, il y avait Vanessa qui nous demandait, après le 11 mai, pourra-t-on revoir notre famille ? Alors question assez ouverte. Et réponse pour l'instant compliquée à faire. On est un peu comme le gouvernement. Voilà. Pour l'instant, nous non plus, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre malheureusement. Sur lesquelles on travaille. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, puisque c'est le 25e numéro de Lignes Ouvertes. Lorsque ici nous avons les réponses, nous vous les donnons. Lorsque nous ne les avons pas, eh bien nous vous le disons. En tout cas, pour l'instant, nous sommes avec Aude WTF. Bonjour Aude. Elle est repartie. On me dit qu'elle n'est plus devant son ordinateur. Donc elle revient, voilà, elle part, elle revient. Voilà, en tout cas, elle est revenue. Alors maintenant, Aude, vous ne bougez plus. Bonjour. Bonjour. Je ne bouge plus. Bonjour, merci, désolé. Alors, journaliste spécialisé dans la chasse aux fake news, Anthony. C'est ça. Enfin, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Vous êtes journaliste, vous animez la chaîne YouTube What the Fake en un seul mot. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Comment, déjà, est-ce que vous voyez poindre plus de fake news que d'habitude en ce moment ? Je suppose qu'avec le thème du coronavirus, ça doit déferler pas mal. C'est-à-dire que moi-même, j'ai eu un espèce de burn-out qui est venu très rapidement parce que
dans la chasse aux fake news via ma chaîne donc YouTube What the Fake, et j'ai été presque désespérée en fait de voir toute cette déferlante de fake news, et je ne savais pas par quel bout prendre les choses. Et je pense que enfin voilà, je lisais dans un article il y a quelque temps que les virus, quelque part, hein, c'est un peu la Rolls-Royce. Je crois que c'était même le titre de l'article, c'était ça, la Rolls-Royce des théories du complot ou des fake news, parce qu'effectivement, ça fait peur, ça touche directement à l'humain. Il y a tout ce côté mondial, etc., une pandémie mondiale. Enfin, il y a un peu tous les ingrédients, finalement, pour faire flipper les gens. Et d'ailleurs, c'est un grave problème de base, quoi. Et donc, effectivement, c'est un peu la folie. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, moi, personnellement, c'est de faire du débunkage, c'est-à-dire on détricote des fake news ensemble en live tous les jeudis matin à 9h30, et au moins j'ai le sentiment de pouvoir un peu aider les gens comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Aude, on le disait à l'instant, le fait, il y a beaucoup d'interrogations auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que c'est justement quelque chose qui favorise d'autant plus la propagation des fake news et des rumeurs? C'est un problème que les gens sont tellement habitués à l'immédiateté. Et en fait, voilà, souvent j'explique aux gens qu'il y a des enquêtes, je sais pas, ça fait 10 ans que les gens cherchent encore dessus, qu'on n'a toujours pas la réponse, etc. Et en fait, et particulièrement la science, il y a un temps long qui est incompressible, et je pense que ça, il y a une vraie éducation à faire là-dessus par rapport au grand public, c'est-à-dire que eh bien, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas déterminer dans l'instant, et il faut composer avec l'incertitude. Et c'est pas grave d'être dans l'incertitude, c'est comme ça que presque que la vie marche. Aude Favre, depuis que vous exercez cette profession, cette vocation qui est la vôtre, quelle est la plus grosse fake news sur laquelle vous soyez tombé depuis que la crise sanitaire s'est déclenchée ? Disons que la plus grosse, en fait, j'ai fermé mes écoutilles à un moment donné parce que j'en pouvais plus. Mais par rapport au Covid, il y a toutes ces histoires de Covid qui auraient été créées en laboratoire. Alors chacun a sa formule, enfin bref, à l'intérieur d'une théorie du complot même, il y a plein d'avis divergents, etc. Et je voulais d'ailleurs en parler prochainement, j'essaierai de le faire si j'ai le temps sur la chaîne, mais en gros, il faut regarder la méthode en fait scientifique et la crédibilité scientifique des gens avant tout. Et en fait, on s'aperçoit, par exemple, avec une dernière étude là, dont parlait monsieur Luc Montagnier, que le journal, la revue scientifique dans laquelle l'étude en question... oui. Et ça, c'est des petites clés en on a un petit problème, Aude, voilà. On a un petit problème de liaison, ça va se rétablir, je pense, le temps que Thomas pose la prochaine question. On aborde un petit peu la question que je voulais vous poser, c'est comment on fait la chasse aux fake news, et qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on en fait une spécialité aussi? Comment on fait la chasse aux fake news? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette particulière. Moi, mais vous, comment vous pratiquez? Oui. La mienne, je prends une information qui m'apparaît douteuse et je montre en fait dans la construction de ma vidéo sur YouTube, dans la construction de mon enquête, je montre les étapes par lesquelles je passe. Donc les coups de fil que je fais, les rapports que je me tape de 300 pages, etc., etc. Je montre mes galères pour que les gens se rendent compte aussi du travail que c'est. On l'oublie aussi souvent, on a l'habitude d'avoir de l'information entre guillemets gratuite, etc. En ce moment, le journaliste, c'est un vrai boulot. Quand on va avoir de la vraie info de qualité, ça coûte cher. Moi, je passe 2 mois, des fois 3 mois sur une enquête qui va faire 15 minutes au final. Et en fait, je pense que c'est ce processus un petit peu dense, entre guillemets. Il n'y a pas que ça que je fais dans la transparence, mais qui donne un peu confiance aux gens, qui fait comprendre le process journalistique dans lequel je m'inscris. En tout cas, je pense que moi, ma façon de lutter, c'est un peu d'ouvrir le journalisme au plus grand monde, parce que je pense que aussi je suis passionnée, donc je trouve que c'est une profession absolument formidable, qui gagne à être connue, et que c'est fun, et que c'est marrant, et que c'est aussi une méthode. Et voilà, j'essaye d'ouvrir un petit peu ma profession, mais je ne suis pas la seule, hein, loin de là, et tant mieux, et franchement tant mieux. Et vous n'avez pas l'impression parfois de vous battre contre des moulins à vent finalement, parce qu'à chaque fois qu'on débunk une fake news, il y en a 10 autres qui apparaissent? Le puits sans fond. C'est pour ça que j'ai essayé d'opérer
Ouais, c'est un peu un puits sans fond. C'est pour ça que, en fait, à part l'éducation, je vois aucune porte je vois pas du tout le bout du tunnel, à part une espèce d'éducation massive. Donc, c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Et en tout cas, moi, avec voilà tous les donc jeudi matin avec la communauté en train d'essayer de débunker, etc. ensemble, ça me motive parce que je vois des gens qui sont formidables, qui ont plein d'idées, qui diffusent aussi ça. Auprès du coup de leur tata, de leur tonton, complotistes, etc., etc. Et ça me met du baume au cœur. Et c'est vrai que si je vois trop l'Everest et la catastrophe entre guillemets, j'arrive pas à avancer. Donc il faut que je me mette avec voilà dans une ambiance chouette en disant on fait ce qu'on peut, on va faire le max. Et donc juste en 2 mots, on vous retrouve où le jeudi matin sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube? Oui, alors c'est sur ma chaîne YouTube à 8h30, ça s'appelle la What the Fake Academy, et donc c'est sur ma chaîne YouTube dans les lives en fait, vous verrez, préparez un bon café parce que voilà, en ce moment on est sur par exemple sur une idée qui serait que la crise mondiale actuelle va faire en sorte qu'on nous implante des puces à l'intérieur du corps, oui. Donc bref, c'est aussi quelque chose de... Dernière chose, dernière chose, Aude Favre. Là, vous voyez, il y a une réaction d'un internaute qui nous dit est-ce que c'est un problème d'émetteur ou un problème de récepteur? Je m'explique. Est-ce que c'est le problème de ceux qui fabriquent et diffusent les fake news ou le problème de ceux qui les croient? Pour terminer. Ou les deux. Je pense qu'effectivement, c'est un problème. Le problème de base, quelque part, vient. Enfin, c'est multi, mais en tout cas, si les gens se sont éduqués massivement à ne pas se faire bananer, pardon l'expression, mais il y aura plus de. Enfin, les émetteurs existent parce qu'il y a des gens qui sont prêts à gober. Oui. Donc, moi, en tout cas, j'agis sur ce tuyau-là. Mais juste une autre chose, c'est un problème pour moi majeur aussi des plateformes. De YouTube et de voilà, Facebook et de même Twitter, etc. Je pense que ils jouent un rôle très dangereux dont ils n'ont pas encore pris assez conscience dans la diffusion massive de ce genre de choses. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, finir par ce petit clin d'œil, Monsieur de La Fontaine, d'ailleurs, nous le disait il y a longtemps, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça peut être un peu la même chose s'agissant des émetteurs et des récepteurs de fake news. Voilà, merci beaucoup, Aude Favre, d'avoir passé ce moment avec nous. Et continuez à bien chasser les fake news. Merci, j'y retourne. Au revoir. Merci. Un petit intermède à la fois pour les web spectateurs de PNTV et pour les auditeurs de Radio Sensation, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes diffusés en double sur Radio Sensation. Les oiseaux, vous le savez, ils reprennent un peu plus le ciel, leur territoire. Mais est-ce vraiment le cas? Regardez, un spécialiste nous répond sur cette question. Ce fichu virus va être une pause dans la destruction massive de la biodiversité qui est exercée au niveau planétaire. Bonjour, je suis Richard Gray, j'ai 60 ans, je suis ornithologue autodidacte depuis 30 ans. Je suis animateur bénévole et administrateur à la LPO Normandie. Alors LPO, c'est agir pour la biodiversité. Autrefois, c'était Ligue pour la protection des oiseaux, mais la LPO protège toute la biodiversité. Bien, l'impact en une phrase, ça va être la quiétude pour les oiseaux, donc des espaces nouveaux qui vont pouvoir être recolonisés par la biodiversité pendant la petite période de confinement. Et qui va du coup favoriser probablement les naissances pendant une petite période. En Normandie, il y a un tiers des espèces qui sont en augmentation d'effectifs et les 2 tiers sont ou en mauvais état de conservation ou en très mauvais état de conservation, donc en baisse d'effectifs. Je ne suis pas certain que ça aura d'impact. Les alouettes des champs, elles sont en diminution. C'est plutôt les oiseaux du milieu agricole qui sont très fortement menacés. Le bruyant jaune, le bruyant broyé, les hirondelles de fenêtre. Donc je ne pense pas que le confinement aura un impact significatif sur ces oiseaux-là. On pourra émettre des hypothèses en 2021 lorsqu'on analysera un an de données, mais là franchement j'ai des doutes que ça ait un impact sur les espèces menacées. Il faudrait mettre beaucoup plus d'énergie et de volonté politique pour protéger la biodiversité. Et 2 mois ne suffiront pas.
C'est un sujet de Martin Torrent que l'on voit nous ici puisqu'il est aujourd'hui cadreur plateau. Anthony, vous voulez faire une précision? Je voulais juste rebondir sur la chasse aux fake news puisque tout à l'heure pendant le sujet sur la 5G, j'ai évoqué des fake news qui... Il y a une inquiétude autour de la 5G, du déploiement de la 5G. Je n'étais pas en train de parler de ça, je parlais vraiment des attaques sur les antennes qui, elles, sont basées sur des fausses informations. Voilà, je voulais faire cette précision pour ne pas donner le sentiment qu'on était forcément pro 5G, etc. Alors on reste dans la mesure. Mais sur l'attaque des antennes en Europe, c'est basé ça sur des fake news. Ligne ouverte, excusez-moi, il faut que je fasse la liaison. Lignes ouvertes se poursuit. Dans une petite dizaine de minutes, nous aurons Arnaud Ducret, le comédien. Et puis, celle qui précède Arnaud Ducret, à la fois sur les ondes numériques de Paris-Normandie et sur les ondes sonores de Radio Sensation, eh bien, c'est Virginie Carolo, puisque nous passons par Port-Jérôme, là, en direct à 12h35, aujourd'hui, ce 21 avril. Madame la maire de Port-Jérôme, bonjour et bienvenue dans Lignes ouvertes. Bonjour. Port-Jérôme sur Seine, d'ailleurs. Bonjour. Port-Jérôme sur Seine, sur Seine. Alors, la première question, qui se lance? C'est j'y vais. Allez, Thomas. Merci Virginie Carolo d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Sur Lignes ouvertes. Port-Jérôme-sur-Seine, d'abord parler du nœud industriel que représente votre commune. Quelle est la situation aujourd'hui des entreprises, des raffineries, de la raffinerie située sur et les autres entreprises qui sont situées sur votre territoire? Virginie Carolo, pour répondre à Thomas Dubois, peut-être vous pouvez juste avant repréciser pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans des régions assez différentes là du grand territoire normand, où se trouve précisément Port-Jérôme-sur-Seine. Oui, bien sûr. Donc, Port-Jérôme-sur-Seine se situe au bord de Seine, entre Le Havre et Rouen. C'est anciennement Notre-Dame de Gravenchon. C'est la plateforme pétrochimique d'ExxonMobil que vous avez citée tout à l'heure. Alors, concernant peut-être un point, vous disiez d'abord l'entreprise de pétrochimie et finalement les autres entreprises aussi, puisque la sous-traitance est concernée. C'est une réduction de la production à 50% aujourd'hui. Elle tourne à moitié et toutes les unités sont au ralenti, dont celles dont les stocks sont pleins, principalement, puisqu'il y a une demande très fortement en baisse. Pour les autres entreprises, Coscène Développement, qui est notre agence de développement éco, les appelle toutes les semaines pour pouvoir reconnecter avec eux, voir leurs difficultés, mettre en place les fonds de garantie avec la région. Et puis, nous travaillons aussi avec les toutes petites entreprises, les petits commerçants, moins d'un salarié, 2 grands maxi, pour voir comment on redémarrera avec eux et comment on peut les aider en l'attente. Ces entreprises sont des salariés qui vivent aussi sur votre territoire. Comment ça se passe? Comment vous gérez aujourd'hui? Comment fonctionnent vos services? Alors la mairie est physiquement fermée mais complètement ouverte de manière dématérialisée puisque nous avons des permanences d'accueil pour toutes les questions générales. La première question qui était posée, quasiment 1 sur 2, c'était l'ouverture de la déchetterie et c'est chose faite à partir de 13h30 sur le Gravenchon et depuis hier sur les communes voisines de Lillebonne, Caudebec ou Bolbec. Et puis une antenne un peu plus poussée où les agents travaillent toute la journée, c'est pour le centre social. Nous avons maintenu bien évidemment le portage des repas à domicile pour plus de 70 repas quotidiens. Nos RPA ont des nouveaux agents qui permettent d'orienter, d'accompagner les gens, de nettoyer les courses et de faire en sorte que chacun puisse déambuler dans le bâtiment en toute sécurité sanitaire parce qu'ils n'ont pas le droit d'en sortir. Nous avons aussi toutes les questions sociales, d'aide, d'isolement, psychologique, mais aussi financière, avec des permanences avec notre assistante sociale en lien aussi avec le département. Nous contactons toutes les semaines nos seniors en fragilité qui se sont identifiés. C'est à peu près 300 personnes sur le territoire que nous savons un peu plus isolés de leur famille. Nous sommes allés leur porter des chocolats de Pâques. Et puis, nous avons 2 agents qui passent leur semaine à les appeler pour savoir s'ils ont d'autres besoins. Et puis, actualité toute fraîche, là, c'est alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, vient d'annoncer un calendrier de reprise dans les écoles, dans les établissements scolaires. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, là? Pas encore? Non, et puis j'étais sur les informations, j'étais même avec l'Assemblée des communautés de France jusqu'à 11h30 et on n'en a pas évoqué. On a évoqué les élections du second tour pour les communes qui n'avaient pas été élues au premier tour. On a évoqué les élections communautaires, mais sur le plan de rentrée, j'ai pas d'éléments. Donc vous allez me l'apprendre, sachant que nous, de notre côté, on est prêts puisqu'on a déjà organisé l'ensemble de nos écoles pour être ouvertes en cas d'accueil d'enfants de personnel soignant. On a déjà préparé un plan pour ouvrir 2 ou 3 écoles supplémentaires parce qu'on s'est dit que même s'il n'y avait pas une rentrée massive, il y aurait peut-être des parents non soignants qui seraient réquisitionnés et donc pour eux un mode de garde ou
de scolarisation serait nécessaire et nous travaillons à ce sujet-là avec l'Éducation nationale. Alors, mais aujourd'hui, à part le fait que c'est d'abord les élémentaires et ensuite le secondaire, j'ai pas d'autres éléments plus précis aujourd'hui. On est sur des dates pour donner un peu d'informations qui viennent de tomber. On serait sur la semaine du 11 mai pour les sections CP, CM2, enfin voilà toute la primaire, maternelle. Oui, tout l'élémentaire. Voilà, et à partir du 18 mai, ce serait tout le collège, 6e à 3e. Et la semaine du 25 mai, on serait sur le lycée avec toujours des classes de 15 élèves, selon les premières informations qui viennent de tomber. Donc ça veut dire un jour sur deux, parce que nos classes sont toutes à 30. Ouais, donc voilà, ça va être encore une organisation ce qui va forcément poser des problèmes d'organisation. Clairement, puisque la proximité des élèves dans les classes, moi, je ne vais pas pouvoir pousser les murs. Donc effectivement, en divisant peut-être les effectifs par 2, nous allons permettre d'avoir 1,50 m ou 2 m entre chaque élève. Mais je tiens aussi à préciser qu'il va falloir aider l'enseignant. Un enfant qui aura aussi été coupé du monde scolaire pendant presque 2 mois, on lui demande de ne pas se toucher le nez, de ne pas toucher le camarade ou autre. Je pense qu'il y aura peut-être aussi un coup de main des communes pour accompagner pas que les maternelles, puisque celles-ci apparemment ne rentrent pas d'après ce que vous m'avez cité, mais peut-être du personnel municipal justement pour accompagner les enseignants, pour les aider dans la journée, le lavage de mains, surveiller la proximité des enfants. Je pense que c'est important de reconnecter avec le monde de l'éducation, mais attention de le faire dans les bonnes conditions. Même si scientifiquement il n'est pas prouvé que les enfants soient plus vecteurs que les autres, j'ai du mal à croire qu'ils ne le soient pas du tout, si vous voulez. Et que derrière ça, la spontanéité des CP jusqu'en CM1, CM2, peut-être qu'après la maturité vient, mais en tout cas la spontanéité de ces enfants me fait penser que ça peut être assez risqué pour leur entourage. Ensuite, ils rentrent à la maison. Ils prennent les transports scolaires, comment on va s'organiser en fonction du nombre d'élèves. Et puis, si les parents... boule de neige, je pense que la priorité, ce sera pour les parents qui retravaillent. Voilà. Et non pas peut-être quelque chose d'arbitraire, 15 élèves, mais lesquels ? Merci Virginie Carolo. Et puis, petit clin d'œil que je vous fais, puisque à la page 25 de l'édition de Paris-Normandie d'aujourd'hui, on parle de vous, on parle de Port-Jérôme-sur-Seine. Il y a une petite info là qui est mignonne. 2 jeunes poulains sont attendus au mois de mai à la ferme du Tipi. Ça doit vous parler. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. On a même eu des naissances aussi de nos moutons qui font de l'éco-pâturage pendant le confinement. Vous voyez, la vie continue malgré tout. Très bien. Merci de ces mots de conclusion, Virginie Carolo, et d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Je le rappelle pour ceux qui nous auraient rejoints depuis peu de temps, eh bien aujourd'hui nous diffusons de manière supplémentaire notre programme quotidien Lignes Ouvertes sur les ondes de Radio Sensation. On nous a posé la question en nous demandant si c'était normal que le son soit un peu plus faible aujourd'hui. Oui, c'est une question de connectique, de diffusion des signaux. Peut-être qu'on réussira à remonter ça. Pour ça que vous me faites signe depuis tout à l'heure pour que je parle bien dans le micro. Voilà, désolé, oui, Anthony, parlez bien dans le micro et parlez bien fort pour remonter le son. Moi, je le fais bien. Voilà, messieurs les journalistes, Thomas Dubois et Anthony Cadroy, est-ce que ça vous ferait plaisir d'être en ligne tout de suite, et vous qui nous regardez, avec Arnaud Ducré? J'ai l'impression qu'il est déjà là, non? Évidemment que ça nous ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir. Eh bien, écoutez, votre vœu est exaucé puisque Arnaud Ducré est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud Ducré, merci d'être en ligne avec nous dans Lignes Ouvertes. Alors Arnaud Ducré, vous avez une actu, puisque là il y a Mine de rien qui sort... qui est sorti, d'ailleurs, en VOD. Il est sorti en VOD, il devait sortir en DVD, mais la sortie DVD est pour l'instant repoussée. Ce film, donc, c'est une comédie qui se passe dans le nord de la France. Vous ouvrez avec un acolyte un parc d'attractions dans une ancienne mine de charbon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce film? J'ai amorcé le pitch, je vous laisse le raconter à votre sauce. Déjà, je vous remercie de dire que j'ai une actu en plein confinement. Confinement, ça me fait un bien. Oui, ça y est, j'existe artistiquement. Oui, non, c'est un groupe de personnes qui sont en reclassement en fait, dans une société. Ils sont en stage pour être reclassés dans cette boîte et travailler dans cette société qui s'appelle Armageddon. Et au dernier moment, cette société part construire une boîte dans les pays de l'Est parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et nous abandonne totalement. On est abandonné par l'État, abandonné par cette société. Et puis on est un peu totalement spectateur de notre vie et on décide d'en devenir acteur sur un coup de tête, un soir un peu éméché. Mon père, dans le film, est un monsieur qui adore les parcs d'attractions, il faisait des petits manèges pour ses petits-enfants et ses enfants. Et je décide de faire comme mon père. Je dis, dans cette mine de charbon qui est juste à côté, puisqu'on tourne à Lens, et à Lens-en-Goël, on se dit, tiens, on va faire un parc d'attractions.
et ça part là-dessus. Et là, tout d'un coup, un élan de vie et de positivité et de groupe démarre. Et on va en regarder peut-être quelques images, si la régie est prête. On vous reprend tout de suite après. Je vous en prie. Je me tourne vers Sylvain Richoun qui me regarde les yeux pleins Où de désespoir. sont les caméras? Oui, c'est bon, mais tout va bien, On regarde quelques images. On va regarder quelques images. Bonjour, 100 €, s'il vous plaît. Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Une mère à qui je dois donner des somnifères pour sortir le soir. Ouais, il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer les cendres de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, le gamin. C'est une super idée. Complètement con. Toi, tu sais construire un parc d'attractions, là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mou, vous allez finir comme deux glands et ce sera bien fait pour vous. Alors Arnaud Ducret, c'est une comédie sociale, une comédie sociétale. Comment vous définissez, mine de rien? Je le définis comme la vie, en fait, tout simplement. Il y a plein de petites communes comme ça qui, je pense, ont des groupes qui essayent d'avancer. Mais c'est oui, on appelle ça sociétal. Un conte. Mathias Mlécuse appelle ça un conte social, le réalisateur. Et en tout cas, ça peut paraître assez, misérable. Il n'y a pas de misérabilisme dans ce film. C'est beaucoup de positivité, beaucoup de drôlerie et beaucoup d'émotion. Je tiens à le dire parce que en ce moment, je pense que c'est ce dont on a besoin et c'est ce que on retrouve évidemment dans ce film, bien plus que des gens qui sont délaissés. Justement, c'est un élan de vie. Et c'est ce qui est très beau à regarder. Et Thomas me disait tout à l'heure que, alors il n'a pas encore vu le film, mais il me disait que la bande-annonce lui faisait penser à The Full Monty. C'est bien ça, Thomas? Ça fait penser à The Full Monty. D'ailleurs, dites-lui que je regrette totalement qu'il n'ait pas vu le film. Dites-lui qu'il le voit en VOD. Mais oui, c'est. Il vous entend. Je plaisante bien sûr, mais c'est très anglo-saxon les groupes qu'on avait à l'époque. Je pense à un film de musique qui s'appelle les Commitments, je ne sais pas si vous connaissez, sur un groupe qui est formidable. C'était ce groupe, et Full Monty, c'était aussi un groupe. Et donc, c'est ce qu'on retrouve. Il y a beaucoup moins d'individualisme dans ce film, qu'on peut être très individuel en France, peut-être moins après ce qui se passe. Mais, et donc là, c'est un peu l'anglo-saxonne, c'est ça. C'est ce groupe qui va aller de front, quoi. Pour la peine, je vais en rajouter avec une question affreusement banale en ce moment, mais comment vous le vivez, vous, ce confinement? Comment vous vivez cette période? Je le vis, je ne sais pas comment font les gens, je le vis très mal. Je déteste ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de tourner des films. J'ai envie de sortir, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie d'aller boire des coups. J'ai des gros moments d'angoisse. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, et puis des moments où ça va un peu mieux. Bon, maintenant, on est tous dans le même cas, c'est-à-dire que ce qui me rassure, c'est que je me dis que l'angoisse que j'ai parfois, plein d'autres l'ont. Donc ça me soulage un peu. Je suis pas isolé. Mais oui, mais j'en ai plus que marre. Je veux sortir, je veux aller vivre ma vie d'avant, mais ce n'est pas si simple, évidemment, il faut faire attention. Pour toutes celles et ceux qui nous suivent et qui nous rejoindraient maintenant, ou pour les auditeurs de Radio Sensation qui n'ont pas l'image, eh bien, je rappelle que nous sommes en direct avec le comédien Arnaud Ducret. Oui, une petite question, vous le disiez, c'est compliqué en ce moment pour plein de gens. Comment vous vous occupez, vous, sur ce temps de confinement? Alors, j'ai quand même reçu 2-3 scénarios à lire, donc ça me projette un peu sur des... Voilà, je me projette sur des choses. Je vais redémarrer mon one-man show, donc je suis en train d'échanger avec un co-auteur pour commencer à écrire. Et puis voilà, on met quelques petites choses en place, et j'ai la chance d'avoir une fiancée qui fait de la danse, donc j'ai fait un peu de peinture dans sa salle de danse. J'ai fait du travail manuel, ce que je ne fais jamais. Mais bon, on s'occupe, quoi, voilà. Et puis j'ai mon fils qui vient aussi. Donc, vous gardez un lien avec votre fanbase, votre communauté, via les réseaux sociaux ou... Ouais, alors il y a beaucoup de gens qui font des lives et tout. Alors vous en faites, mais vous êtes dans les médias, donc mais j'ai beaucoup de mal moi avec les lives. Je trouve que c'est des lives surtout et tout et rien quoi. Donc je fais pas beaucoup de choses, mais par contre j'en vois des. On est là, on est tous. Il y a beaucoup de choses très drôles sur Instagram qui me donnent le sourire le matin. Alors je les reposte et quand tout d'un coup j'ai une idée d'une connerie qui me vient, je la fais. Mais je ne prépare pas tout. Je fais pas un scénario comme certains font. Ils écrivent des sketchs et tout qui font très bien. Mais non, je m'occupe de moi, de ma femme et de mon fils. Allez, une dernière question. Vos projets à la sortie du confinement, vous disiez vous avez hâte de retrouver les plateaux. Dans quoi on va pouvoir vous voir à l'avenir? Je suis dans les starting blocks en fait. J'ai 2 fictions qui vont passer à la télé qui sont donc Pourquoi je vis, sur la vie de Grégory Le Marchal, sur la positivité, l'incroyable vie qui était cet enfant et cet être qui était assez hallucinant. Je fais le père de Grégory Le Marchal pour TF1. J'ai Dupont de Ligonnès, un homme ordinaire que je joue.
Comme j'ai mis sur mon Insta, d'ailleurs, on parlait de ça, j'ai mis « Je pense qu'ils vont trouver du pont Ligonnès avant les masques ». C'est pas ce qui me fait peur. C'est pas ce qui me fait peur. Mais, et puis, j'ai Divorce Club de Michael Youn, dans lequel j'ai le premier rôle avec François-Xavier de Maison, entre autres, Caroline Anglade et plein d'autres, qui devait sortir en mars et qui, pour l'instant, ils tiennent bon. Ils luttent contre l'achat contre les propositions de VOD pour le sortir au cinéma et faire une belle sortie comme c'était prévu. Vous m'offrez une transition, en fait, c'était pas tout à fait la dernière question, justement. C'est jamais la dernière question avec Anthony. Ah oui, mais moi je m'arrête jamais. Votre position là-dessus sur les cinémas qui sont fermés et qui, certains films qui sont actuellement diffusés sur des plateformes de téléchargement légales. Est-ce que c'est positif durant la période ou est-ce que c'est un risque pour le cinéma selon vous ? Ah non, moi je pense pas que c'est un risque pour le cinéma. Non, mais moi ça j'ai entendu dire, je sais plus qui d'autre parlait de ça en disant que les gens n'iront plus au cinéma. Mais non, mais on a tous, vous les premiers j'imagine, à regarder des films dans notre lit qu'on n'a pas vu au cinéma et ça ne nous empêche pas d'aller au cinéma. Moi je ne crois pas du tout. Très envie je crois surtout que les gens ne vont avoir qu'une envie, c'est de sortir, d'aller voir des coups, de reprendre leur vie et d'aller au cinéma, voir des films. Je me fais aucun souci et je trouve ça très bien parce que Forte, avec Melra Vedia et ma femme Pierre Francisi qui joue dedans aussi, avec Valérie Lemercier, la vie s'est arrêtée de ce film. Il faut bien qu'on rentre dans nos frais, que les productions rentrent dans nos frais, que ce film existe aussi bien pour Melra et Valérie Lemercier que c'est de l'investissement, tout ça, c'est de l'argent. Et il faut que ça avance et c'est très bien qu'ils aient limité le délai. Mais en tout cas, moi je ne crois pas du tout en ça. À ce moment-là, les gens qui regardent maintenant peut-être Gad Elmaleh sur DVD ou en VOD n'iront plus voir Gad Elmaleh en spectacle ou autre personne. Et en attendant, donc voilà, on va pouvoir retrouver. Sylvain Richoun qui Arnaud, la dernière question. Arnaud, on a une question d'un internaute qui vous demande si vous pensez à écrire un scénario. Je suis en train de travailler sur mon prof de karaté, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Maître. Que j'avais j'ai tellement de gens dans la rue qui encore maintenant alors ça fait 3 ans que j'ai arrêté mon spectacle entre les livreurs, les gamins qui me regardent, qui me font blesser, il y a même des gens qui me font peur des fois parce qu'ils me il n'y a pas une gifle qui est partie un jour, non? Un jour d'ailleurs ma fiancée elle a sauté, elle a fait qu'est-ce qu'il veut, je fais non c'est parce que c'est un sketch, c'était au tout début on était ensemble et je suis en train de travailler sur ce, par exemple vous parliez des projets, je suis en train de travailler sur ce scénario, on est en train de développer ça, j'aimerais l'amener au cinéma, le tourner l'été prochain. Très bien. On aura plaisir à vous retrouver pour en parler. Et si vous me permettez une dernière chose, je voulais saluer tous les gens de Paris-Normandie. Voilà, et comme moi je viens de Rouen, c'est mon journal et mon média de cœur. Et je sais que ce n'est pas très simple pour vous également. Donc je salue tout le monde et je vous souhaite de bon courage. C'est très gentil, c'est très sympa. Le journal continue. C'est très sympa Arnaud et effectivement c'est simple, ça n'est simple pour aucun média effectivement. Et puis je suis sûr que les auditeurs de Radio Sensation, puisqu'on diffuse également sur Radio Sensation, seront contents si vous leur faites un petit coucou. Eh ben oui, Radio Sensation, c'est quoi? C'est une radio échangiste? Qu'est-ce que c'est? Non, cette Radio Sensation. Je vous embrasse aussi tous les auditeurs, merci de nous écouter et puis voilà, vive le Paris-Normandie, je vous souhaite longue vie, que tout ça redémarre. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Mine de rien en VOD en ce moment sur toutes les plateformes. Et donc à suivre, nous allons vous parler de construction automobile puisqu'on va partir à l'usine Renault de Cléon. Et puis Draco sera aussi avec nous. Draco le magicien. Donc restez bien avec nous. Quelques images là, un petit intermède en sujet vidéo. On est allé rencontrer un éleveur de porcs sur le plateau du Neubourg. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est une des zones de diffusion de Radio Sensation. Et vous allez voir finalement que ça ne va pas forcément mal pour tous ces agriculteurs éleveurs. Lui, il élève des porcs, il ne se plaint pas. Regardez, et puis il nous dit 2-3 mots de ce qu'il imagine que la vie peut devenir après la crise. À une quarantaine de kilomètres au sud de Rouen, nous sommes dans l'Eure, à proximité du Neubourg. Bruno Patine et son épouse sont éleveurs de porcs. Comme d'autres exploitants du monde rural, en cette période de crise sanitaire, ils tentent de s'adapter à ce monde qui change. Moi, je suis éleveur de porcs depuis 1989. J'ai repris l'exploitation à la suite de mon père. Donc l'exploitation est là depuis 1954. Nous avons développé l'élevage de porcs et nous avons un élevage naisseur-engraisseur. Donc les porcs sont nés et élevés à Yville et puis sont nourris avec les céréales de l'exploitation.
Nous voulions ouvrir le magasin courant avril. Et puis avec tous les éléments, les vitrines, les meubles dans le magasin. Et le problème, c'est que le Covid-19 nous a perturbés dans tout ce qui est commande. Et donc, étant donné que le labo était terminé, nous voulions quand même malgré tout ouvrir, du fait qu'il y a un boucher et un charcutier étaient là. Et nous voulions commencer à transformer pour faire profiter aux gens aux alentours de notre production, quoi. Nous ne sommes pas tellement touchés par le Covid-19, c'est-à-dire que notre élevage, nous continuons à vendre nos porcs à peu près normalement, il n'y a pas eu de répercussions, parce que les gens ont toujours besoin de se nourrir. Donc ça, on revient aux fondamentaux que l'homme a toujours besoin de se nourrir, quoi. Et c'est sûr que les choses superflues, actuellement, ne sont pas consommées, quoi. Donc pour nous, ça n'a pas de répercussions, mais nous voulions quand même ouvrir notre magasin pour faire profiter à la population de notre production, quoi. Suivez-moi, nous allons vous faire voir quelques produits de notre fabrication. Alors là, nous sommes dans la salle où sèchent les saucissons. Donc ces saucissons sèchent environ 2 mois. Et nous voulons un séchage très, très lent pour avoir une meilleure qualité de nos produits, quoi. Voilà. Et donc ce que l'on nous veut, c'est un roulement toutes les semaines de saucissons pour il y ait un ensemencement naturel via des champignons, voilà, pour l'affinage. Alors maintenant, nous allons voir une partie de l'élevage. Alors là, ici, on est dans une maternité. Donc les animaux arrivent à peu près 8-10 jours avant leur mise bas. Ils mettent bas, alors vous voyez dans des stalles. C'est surtout pour que les petits ne soient pas écrasés, parce qu'une mère, des fois, ne fait pas attention à ses petits. Et donc, ils restent à peu près 4 semaines avec leur mère. Donc, on les nourrit avec les céréales de l'exploitation, et des produits blé, orge, petits pois, du soja, et puis des acides aminés, et du calcium, du phosphore. Donc, des produits tout à fait naturels. Voilà. Ces cochons-là ne reçoivent aucun antibiotique de la naissance à l'abattage. Cette crise sanitaire pour le monde de l'élevage et de l'agriculture en général, ça sera sûrement une opportunité pour nous pour relocaliser nos productions. Qu'on arrête un peu d'acheter toujours moins cher, avec la qualité dont on ne sait pas d'où ça vient. Et ce qu'il faut, c'est retrouver de l'authenticité dans nos productions, que le consommateur soit rassuré sur les modes de production. Après la crise, pour nos productions, c'est qu'on consomme toujours plus local, des produits de qualité, peut-être moins produire en quantité, mais qu'on vaille vers de la qualité et qu'on arrête de faire venir de n'importe quel pays, de l'autre bout du monde, consommer du pétrole, qu'on marche totalement sur la tête. Ce qu'on veut, c'est revenir aux fondamentaux, ce qu'on faisait il y a plusieurs dizaines d'années, quoi. Voilà, nous étions avec ce reportage à Iville, entre Le Neubourg et Conches-en-Ouche. Et maintenant, on parle construction automobile. Et restez bien avec nous. Draco est là, il est en régie, il est prêt à rentrer sur le plateau. Il va encore nous faire de belles découvertes. Économie avec le sort de Renault, forcément qui intéresse beaucoup de monde dans la région. Sandouville, Cléon, où s'organise aujourd'hui la relance de la production. On a Pascal Lemanac avec nous, qui est délégué CGT à Cléon. Bonjour Pascal Lemanac. Bonjour. Quelques mots sur justement la relance de la production à Cléon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et puis surtout quelles sont vos réserves sur le sujet? Bien sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça y est, la reprise de l'activité a été annoncée par la direction et je reviens de l'usine à l'instant même. Et donc, aujourd'hui, cette semaine, ce sont 200 salariés qui retournent au travail, essentiellement sur les chaînes de montage pour produire des moteurs dont Renault a besoin. Et il y aura une reprise, j'allais dire, encore la semaine prochaine. C'est une reprise progressive, mais c'est une reprise
tout de même. Et quelle est votre position, excusez-moi, Pascal Lemanac, sur cette reprise? Eh bien, justement, c'est là qu'il y a le problème. Vous savez, les scientifiques, même le gouvernement, nous expliquent qu'il faut un confinement pour lutter contre cette pandémie mortelle. Confinement jusqu'au 11 mai pour l'instant. Et c'est vrai que les salariés ont fait le nécessaire, c'est-à-dire qu'on applique les mesures de sortir 1 heure par jour à 1 km de chez nous. On fait des sacrifices parce que ce confinement, ça veut dire pour certains des baisses de salaire importantes. C'est pour nous, les embauchés chez Renault, ce sont des congés. On donne 1 journée de congé par semaine de confinement. Donc, on a fait des sacrifices et aujourd'hui, on nous explique que maintenant, le confinement pour Renault, c'est terminé. Maintenant, on peut aller travailler, on peut prendre sa voiture, faire des dizaines de kilomètres. On peut se retrouver à plusieurs centaines, les uns à côté des autres. Renault, qui relance son activité, le fait dans des conditions qu'il juge et qui sont jugées vraisemblablement pérennes, en tout cas en termes de respect de la sécurité des employés. Est-ce que c'est pas un point de vue que vous partagez? Quelle est votre position aussi là-dessus, sur ce qui est mis en place? Juste avant que vous répondiez, Pascal Lemanac et Anthony et Thomas, je voudrais simplement que nous saluions les auditeurs de Radio Sensation qui étaient avec nous pour la première fois, qui le seront à nouveau demain, puisque le programme sur leur antenne s'arrête à 12h59 et que nous les saluons, nous les remercions d'avoir été avec nous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous qui êtes auditeur de Radio Sensation, poursuivre le programme et vous mettre sur la page Facebook de Paris Normandie. Au revoir à tous et le programme continue sur les supports numériques de Paris Normandie. Pascal Lemanac, je vous laisse continuer à répondre. Excusez-moi pour cette brève interruption. Oui, je voulais répondre. Vous savez, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est vrai que Renault essaye de prendre des mesures par rapport des précautions, mais le fait de se côtoyer à plusieurs centaines pose forcément le problème de la pandémie. Vous savez, c'est pas si simple. Il ne suffit pas d'avoir du gel hydroalcoolique, d'avoir des masques pour se dire il n'y a aucun risque. S'il y a un risque. En plus, ce qui est complètement absurde, Renault est en possession, par exemple, de plusieurs milliers de masques, justement pour produire des moteurs et des boîtes de vitesse. Et on entend aux informations qu'il y a un manque de masques criant dans les hôpitaux, par exemple, dans les EHPAD, où on voit tous les jours des dizaines et dizaines de morts, où les salariés n'ont pas suffisamment de protection. Eh bien, aujourd'hui, notre position, c'est de dire faire des moteurs, des boîtes de vitesse, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est tout pour la santé. Pascal Lemanac, juste, est-ce que la préservation, rapidement, est-ce que la préservation des emplois ne passe pas pour autant aujourd'hui par la reprise économique? La préservation des emplois, ça, vous savez, Renault en plus, c'est pas une PME, Renault. C'est 13,5 milliards de côté. Avec 13,5 milliards, vous savez, ils peuvent tenir très très longtemps. Ce n'est pas le problème, c'est est-ce que toutes les précautions doivent être prises contre ces pandémies mortelles? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou est-ce que l'objectif c'est bon, on retourne au boulot pour faire des produits? On nous dirait que ce serait pour faire des masques et des gels hydroalcooliques, on serait les premiers à retourner au travail. Mais faire des moteurs et des boîtes de vitesse, très sincèrement, dans la période d'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Merci beaucoup, Pascal Lemanac. Merci beaucoup de cette intervention sur le plateau en direct de Lignes Ouvertes. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis, messieurs, on va passer à la magie. Oui, je rappelle juste que vous pouvez retrouver le dossier complet dans nos éditions du jour de Paris Normandie. Moi, j'aime bien la précision, Anthony. Page combien? On est en page 10 de mémoire. 10 et 11. Page folio 10 et folio 11. Voilà, tenez, je montre même ça à l'antenne. Voilà, c'est beau. Le point sur Cléon et Sandouville aussi. Voilà. Et chez les concessionnaires auto. Et les concessionnaires. Voilà, et sur le marché de l'automobile au sens large.
pas trop vite parce que sinon les gens vont avoir le temps de lire. Voilà, mais écoutez, merci. On me demande de refaire une conclusion. Écoutez, c'était la première fois, on est en direct un peu partout, à la fois sur les supports numériques de Paris Normandie et puis aussi sur Radio Sensation. Eh bien, c'est très volontiers que je renouvelle mes remerciements à tous les auditeurs de Radio Sensation qui nous ont suivis. Nous leur disons au revoir et à demain à midi précise. Et puis avec les web spectateurs du site Paris Normandie et puis de la page Facebook Paris Normandie, eh bien, on va terminer avec Draco, le magicien, qui vient d'entrer. Draco avec tout son petit matériel. Il arrive avec son petit sac en craft. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et moi, je lui ai préparé un cadeau à Draco pour le remercier de venir nous voir tous les mardis et tous les jeudis. Eh bien, regardez, je vais lui offrir... ah non, pas les deux. C'est s'il fait des bons tours, je lui offrirai le deuxième. Mais je lui offre un jeu de cartes Paris-Normandie, vous voyez. Voilà, je vais montrer ça à la caméra qui me suit. Voilà. Et si j'étais un peu coquin, je lui dirais, Draco, s'il y a un tour de cartes prévu... Vous ne pouvez pas le faire avec les cartes Paris-Normandie. Peut-être que ça le gênerait un peu. Bon, en tout cas, c'est volontiers que Draco, pour vous accueillir, on vous offre ce jeu de cartes Paris-Normandie. La chance, Draco. Voilà. Ouais, vous voyez, on se tend les bras comme quoi les règles de distanciation sociale sont bien respectées sur le plateau de PNTV. Alors, Draco, on termine en beauté. C'est un festival. C'est le 14 juillet quand vous arrivez. Et on est tout oui. C'est ça. Alors, j'ai amené c'est un numéro ancestral. J'ai une corde. Je vous montre que le sac est vide. Peut-être que Martin peut passer là-bas pour... Je vais y revenir juste après, c'était pour montrer que le sac était vide. Juste avant, alors joyeux anniversaire Sylvain, on ne s'est pas vu lundi. J'ai envoyé un petit message dans le chat, mais voilà, j'étais pas là. C'était hier. Et alors les anniversaires, normalement, on a des cadeaux. Alors j'avais une boîte rouge sur laquelle je n'arrivais pas à remettre la main, et en fait je me suis aperçu qu'elle était dans ma boîte noire. Voilà. Oui. Donc dans ma boîte noire, il y avait ma boîte rouge, et ma boîte rouge est vide. Oui. Voilà, donc ça n'a pas grand intérêt. Non. Sauf que à partir de ce moment, ça devient un petit peu magique, parce que là, vous allez voir, je vous montre une petite impossibilité. Si je referme la boîte noire, cette fois, c'est la boîte noire qui rentre dans la boîte rouge. Et là, ça devient un petit peu incompréhensible. Bah, voilà. Oui, c'est bizarre, ça fait. C'est pour le côté petite curiosité. Et puis, j'ai amené alors ici un jeu de cartes. On va essayer, on va tenter une expérience. Et puis, alors, je vais essayer de recréer un numéro ancestral qui était réalisé en Inde à l'époque avec un panier indien. Donc ça, c'est le panier indien. Ça, c'est le jeu de cartes. Draco, vous êtes passé à la supérette là avant de venir? C'est ça, oui, tout à fait. Parce que je n'avais pas la place d'amener le panier indien, mais vous avez peut-être déjà vu des charmeurs de serpents. Vous avez déjà vu ça en vrai? Je vais tenter ici en direct en plateau. Alors, avec un jeu de cartes dans lequel toutes les cartes sont différentes. Je pourrais, mais on pourrait penser qu'on a prévu le truc avant. Oui, c'est vrai. Donc, il a réponse à tout. Non, mais je pourrais. Oui. On va essayer comme ça. Tiens, peut-être Anthony qui veut me dire stop quand vous voulez. Avant la fin, Anthony. Allez, stop. Super, on coupe et donc on arrive sur le 3 de pique. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, ça aurait pu être le valet de cœur, peu importe. Donc on va laisser le 3 de pique ici dans le jeu. Hop, je vais essayer de faire ça de manière à ce que ce soit assez visuel. Et on va mettre ces cartes à l'intérieur du petit panier indien. Alors on met ça à l'intérieur du petit panier indien. Et donc je vais essayer maintenant de jouer le charmeur de serpent. C'est pas évident parce que c'est une corde, ça n'est pas un serpent. Et je vais essayer normalement. Voilà, alors j'essaye comme ça, si tout va bien. Voilà, normalement les charmeurs de serpent ont une flûte. Et comme je n'ai pas ma flûte, j'ai amené mon petit kazoo. Voilà, c'est une musique un peu spéciale. On va essayer. Hein. C'est un numéro typique indien. Attention. Ça produit un effet assez spécial. C'est assez spécial. C'est la version normande. Hein. Attention. Et normalement, si tout va bien, vous voyez, comme ça, il suffit d'agiter un petit peu. Et si on sort, hop, la corde, normalement, elle a attrapé. Ah oui, alors il y a une carte qui est dans le nœud. Et si on vérifie, c'était bien un 3 de trèfle, Anthony, c'est ça? Oui. Dites oui, ça lui fera plaisir. Non, c'était pique. Il y a eu un doute. J'ai essayé de l'induire en avance. Il a raté. Et voilà, le tour est joué. On a réussi, grâce à cette petite corde, à récupérer la carte qui a été choisie par Anthony. Et au petit sac de la supérette. Exactement, voilà. On est dans le recyclage. Bon, bravo Draco. Il y avait autre chose ou c'est fini? Non, ça y est, ouais, j'ai fait. Jeudi, je vous montrerai comment je vous apprendrai un nouveau tour. Bon, et quand est-ce que vous me remettez en lévitation? Ah ben là, en ce moment, avec le confinement, on nous a demandé de limiter les miracles. Ça suppose un peu parce que voilà, sinon on va me demander de multiplier les masques, le gel hydroalcoolique. Merci Draco. On retrouvera donc Draco cette semaine. Ça sera jeudi pour un nouveau tour et de nouvelles aventures. Merci Thomas, Sylvain, Dubois, merci Draco. Anthony merci Claude, à la prochaine. Merci à tout le monde. Et vous toutes et tous qui nous regardez, eh bien, vous serez avec nous demain pour plein de sujets. Mais demain, nous innovons. Nous allons maintenant partir de temps à autre au bout du monde. On va faire le tour de la planète. Demain, on sera en direct de Chine. On sera à Shanghai.
Shanghai et nous serons avec François. Vous pourrez lui poser toutes les questions sur la vie quotidienne à Shanghai, en Chine. Soyez raisonnables, restez chez vous, portez-vous bien. Et maintenant, on termine avec la rubrique de Martin Torrent. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui sera diffusé ce soir sur TF1 à 21h05, donc sur la 1. C'est toujours sympathique de re-regarder la série de Harry Potter. Vous connaissez sûrement l'univers de J.K. Rowling. Tout de suite, un petit bout de la bande-annonce. Savez-vous quelque chose au sujet de la Chambre des Secrets? Oui. Au collège Poudlard, école de sorcellerie, la 2e année a commencé. Et pour Harry Potter et ses amis, bienvenue à la maison. C'est le début d'une nouvelle aventure. Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est le 2e film de Harry Potter. Il vient en plus installer un peu plus l'univers. Harry n'est plus dans le rôle de la personne qui découvre, puisque maintenant il a déjà vu l'univers dans le film 1. Ce 2e film permet vraiment d'asseoir l'univers d'Harry Potter, le conforter tout en le nourrissant. Même si le monde d'Harry Potter est plus développé, on ne s'ennuie toujours pas, toujours aussi intriguant. Et même de nos jours, on trouve le personnage d'Harry très attachant et on aime le voir progresser dans ses différentes aventures, plus loufoques les unes que les autres. Des choses terribles vont se passer. Si on ne trouve pas le coupable, l'école devra fermer. Et ils doivent affronter la plus grande aventure Je suis morte. Comment? de leur vie. Il faut espérer que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la mise. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Désolé, je m'étais assoupi. Qu'ai-je manqué? N'oubliez pas, ce film est à 21h05 sur TF1, la chaîne 1. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une très bonne journée et bon visionnage. J'espère que vous avez passé un moment.